Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr le Before eSport, l'émission qui va vous apprendre à aimer l'eSport. Cette semaine, émission spéciale, c'est pour ça que mon ami Cyril n'est pas à mes côtés, mais quand même à côté de moi au final. Je suis là. En animateur. La deuxième où je suis là. Exactement. Aujourd'hui, du coup, numéro spécial, on va parler de la production de contenu dans l'eSport, et pour ça, j'ai une super équipe qui m'accompagne. Donc, je suis accompagné de Grégoire. Toujours là, Grégoire. Toujours là, décidément. Toujours. Et accompagné de Cyril, du coup on t'a déjà vu. Bah ouais, bien sûr, c'est un sujet que je connais bien. Et pour faire cette émission, il nous fallait un invité de qualité, et du coup nous avons invité Joe. Comment ça va ? Bah ça va bien, merci de l'invitation, c'est cool. Super. Joe, effectivement, un grand expert à la matière, de contenu et de production. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Voilà. Bah, présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie justement ? Dans la vie en ce moment c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de changements qui s'opèrent du côté de là où je suis, mais je suis grosso modo, je suis directeur de l'agence de production de Gamers Origin. Je suis directeur général de la boîte pour la partie production, et mon métier on va dire que c'est la production en règle générale, donc que ce soit des événements, des tournois et puis beaucoup de marques blanches pour des grands comptes. Voilà. Super. Voilà. Donc c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui pour parler. Est ici, et c'est pour ça que je voulais qu'il soit ici pour nous aider sur le sujet. Super. Et du coup, on va pouvoir tout de suite commencer avec nos petites news. Mais avant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, bien entendu, sur Twitter Before eSport, B4 eSport, et sur Facebook le Before eSport. Sur VL, tout de suite les news. Et c'est Grégoire qui va commencer. Donc tu nous as fait un petit packaging de news aujourd'hui. On va faire un tour d'horizon parce que FPS, MOBA versus fighting. Voilà. C'est un peu ça, genre news. La triplette. Il n'y a rien d'intéressant cette semaine, mais beaucoup de petits éléments. Donc d'abord au niveau des FPS, Overwatch qui fait parler de lui avec l'annonce de la nouvelle map Paris, qui sera une map de type assaut et qui devrait vraisemblablement sortir courant février. Alors probablement pour la Saint-Valentin, étant donné la com qui a été faite autour de cette ville, il y a des affiches qui présentent Paris comme la ville des amoureux. Bon voilà, donc c'est sûrement pas anodin. Et on a également la présentation du All Access Pass qui a été faite par Blizzard et Twitch en vue de l'Overwatch League 2019 qui démarrera bientôt. Et donc en fait c'est un abonnement mensuel pour une quinzaine d'euros par mois qui permettra à des joueurs, aux joueurs qui l'auront payé, d'avoir accès lors des diffusions de matchs aux caméras de n'importe quel joueur. Et aussi à un salon privé pour discuter et échanger avec les joueurs après les matchs. On enchaîne aussi avec toujours les MOBA. Toujours pour parler d'eux, et pour une fois ce n'est pas League of Legends mais Dota 2 qui nous intéresse, puisqu'il y a le major de la Dream League qui débute en ce moment. C'est une nouvelle étape après celui de Chongqing qui avait été remporté par des Européens. C'était la team Secret, et alors sur ce major, ce qui sera intéressant de suivre, ce seront les équipes russes de Winstrike et VK Squadron, qui sont les seules à avoir recruté en fait entre les deux rendez-vous, et ils ont recruté des rookies et qu'ils ont intégrés comme nouveaux éléments phares de leurs effectifs. Donc à voir si ce sera payant. Et après on a une petite news que j'ai repéré pour toi, Titouan, sur le versus fighting avec Street Fighter V et le Capcom Pro Tour 2019 qui a enfin été dévoilé. On a appris, ça c'est le côté un peu attractif, donc $600 000 de cash prize, pardon. Ouais. On a également eu un dévoilement de calendrier provisoire et la confirmation que certaines étapes seraient restructurées. On aura 11 grands rendez-vous tout au long de l'année et 3 rendez-vous inédits dont le nom exact c'est Super Premier Events, qui seront un au Japon, un aux États-Unis, et le troisième j'ai pas eu le temps de vérifier où c'était. C'est une nouvelle organisation qui devrait permettre en fait de générer du cash prize supplémentaire en plus des $600 000, et donc d'être un peu plus attractif pour les joueurs pros. Rendez-vous le 15 mars prochain pour le premier, ce sera à Atlanta. Il me semble que c'est en fait ils font les 3 événements dans les 3 Evo, il me semble. Le premier s'appelle Evo justement, Evo et les deux autres changent de nom. Et voilà, c'est ça. Et sachant qu'avant c'était 500 000, donc ils ont quand même rajouté $100 000 de plus en plus des autres événements comme tu disais, donc c'est pas mal. Capcom commence à sortir un petit peu d'argent. Est-ce que ça vous fait réagir un petit peu ces petites news sur les équipes qu'intègrent des rookies Après je pense que c'est intéressant parce que la plupart, en règle générale, quand tu investis en tant qu'équipe chez des joueurs, tu vas surtout chercher des noms, tu vas chercher des mecs qui ont déjà prouvé qu'ils avaient déjà fait des choses. Mais effectivement, aujourd'hui, pas mal d'équipes cherchent des rookies parce que c'est toujours en termes de stratégie, c'est plus intéressant. Et puis même en termes de longévité de joueur, enfin pour ton joueur, si tu prends en tant que rookie,
théoriquement, tu as plus de chances qu'il reste. Il va y avoir un attachement différent et tout. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus, mais beaucoup d'équipes font ce choix-là en fait. Donc, Ouais. Puis, on va pas se cacher, il y a aussi une dimension économique. Quand tu vas chercher un grand nom, ça coûte tout de suite plus cher. Aussi. Donc, c'est. Aujourd'hui, beaucoup d'équipes essaient de se diversifier, de sortir des gros budgets pour à chaque fois avoir le bon joueur sur un peu compliqué, donc ça permet aussi de faire des choix ou en tout cas d'éviter de faire certains choix Ouais. donc je trouve que C'est un peu à l'image maintenant du coup du sport classique où on va aller parier plus sur un joueur, un jeune joueur, et quitte à l'entraîner et à prendre du temps à l'entraîner plutôt que d'aller chercher effectivement quelqu'un qui est beaucoup plus cher et pour qui le transfert sera pas forcément le plus économique qui soit. C'est vrai. Donc bonne nouvelle pour ces petites news. Cyril, tu vas garder la parole, tu vas nous faire une news FIFA. Ouais. C'est rare que tu nous parles de FIFA Alors, en totalement, mais effectivement, plus. comme Grégoire, c'était tu un m'as peu- déçu là-dessus, tu vois. J'ai sacrifié mes amours au tien, disons. Merci. Non, je vais parler de la Orange e-League de la e-League 1 de FIFA. Ligue 1. E-League 1, C'est effectivement. français. League 1, e-League 1 de FIFA, effectivement. Il s'agit des 2 gagnants du tournoi d'hiver. Mhm. On a 2 gagnants, puisqu'il y a un gagnant par console, puisque c'est Xbox et PS4. Celui sur Xbox, c'est Dax, alias Lucas Cuillerier, j'ai du mal à le dire, qui est du PSG Sport. Ouais. Voilà, qui a remporté sur Xbox One et sur PS4, il s'agit du Stade Malherbe de Caen. C'est Dilo, qui s'appelle Kétur Dilo. Voilà, il s'appelle Dilo. Pour une fois que quand gagne quelque chose, c'est beau. Voilà. C'est dit. En tout cas, Merci, champion c'est dit, d'hiver, ce c'était- n'est pas Marseille. Voilà. Ça, donc- c'était pour vous. Donc lui, il a gagné sur PS4. Chose assez marrante, c'est qu'il a affronté un autre joueur du stade du Paris Saint-Germain. Il s'agissait de Manika, qui a donc perdu la partie contre Dilo en finale. Tout à D'accord. fait. Les deux vont normalement se sont qualifiés pour les playoffs qui devraient normalement se dérouler en mai. Voilà, donc À suivre. sur cette compétition de FIFA qui commence de plus en plus en tout cas à ramener de l'audience, on dirait. C'est vrai. Et malheureusement pas Pro Evolution Soccer. On en avait déjà parlé avec On en a parlé la semaine dernière. avec leur Il y a 2 ligue. semaines. On en a parlé il y a 2 semaines dans notre émission consacrée aux jeux de sport. Effectivement, FIFA prend un petit peu les devants là-dessus. Bon, merci beaucoup pour vos news. On va tout de suite passer à une petite pause musicale avant d'attaquer le gros du sujet. Je vous laisse découvrir cette petite pause musicale. À tout de suite. Vous êtes de retour sur le Before eSport. On vient de s'écouter Wave Shaper Future Vision. Donc, si vous avez bien aimé, vous pourrez réécouter cette musique. Je suis toujours avec mon ami Cyril, Oui. avec Grégoire Présent. et avec Joe. On va pouvoir commencer notre sujet du coup sur la production de contenu. Et on va commencer tout de suite par parler justement de production de contenu. Peut-être déjà différencier les différentes choses qu'on peut avoir dans la production de contenu, les retransmissions et les productions originales. Quelles sont les grosses différences qu'on peut avoir entre ces deux catégories ? Donc c'est-à-dire, si je comprends bien, c'est entre un live, un spectacle, et une diffusion qui va être un peu plus basée sur Twitch ou une rediffusion, enfin une émission Exactement. en plateau, quoi. Les deux se mélangent beaucoup parce que maintenant en spectacle on va rajouter une dimension de diffusion de contenu live, c'est-à-dire qu'on va, dans l'e-sport en tout cas, on va toujours intégrer Twitch. Et donc on va essayer de mêler et les besoins de production traditionnelle, on va dire, et le besoin de production, on va dire, de contenu, enfin d'émission. Mais fondamentalement, je pense que la façon de traiter une émission est tout à fait différente parce qu'on va plus se baser sur des timings qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en production traditionnelle, tout est assez codifié. On a un suivi, une feuille de route Une charte. qui est assez précise et qui va dicter pratiquement, si ce n'est à la seconde, à la minute près, ce qui doit se passer, comment les gens doivent interagir les uns avec les autres. Sur Twitch, et notamment dans l'e-sport, c'est plus différent parce qu'on doit intégrer déjà le fait que la base du contenu, en tout cas dans l'e-sport, c'est des games. Donc que ce soit sur Dota, LoL, SC2, enfin peu importe. Mais les games, on connaît pas, il n'y a pas un temps fixe. C'est-à-dire qu'une game peut durer autant 15 minutes que 45 minutes. Donc déjà dans sa façon de concevoir son émission, il faut déjà intégrer le fait qu'on va pas avoir quelque chose d'ultra maîtrisé. Donc une émission qui normalement peut prendre 2 heures, théoriquement, parce qu'on sait qu'en moyenne une game dure 15 minutes, elle peut prendre 2h30 voire 3 heures. Donc il faut préparer, enfin dans sa façon de voir l'émission, il faut préparer les moments de soit de gros blancs parce que la game va aller trop vite, soit
à l'inverse de comment regagner du temps et comment occuper l'espace entre les games. Donc c'est déjà être capable, en tout cas le monde de l'e-sport implique d'être capable de très vite rebondir sur comment s'est passé cette chose-là. Donc je pense que, en tout cas de mon point de vue, c'est la chose primordiale, quoi. Très bien. Le tout est essayer de savoir en fait quand on parle de production d'e-sport audiovisuel et d'ailleurs événementiel puisque vous faites les deux, la vraie différence qu'il y a par rapport à un autre type de production que l'on apprend aujourd'hui dans les écoles audiovisuelles, c'est le stream en réalité, quelque chose qui est très récent en fait. Ça a même démarré pratiquement à la naissance de l'e-sport, on pourrait même dire. Je pense qu'il y a un gros essor depuis 2013-2014. Je pense que le stream existait déjà avant, mais de façon un peu plus embryonnaire. Et c'était simplement certains connaisseurs, certains streamers qui arrivaient à faire ce genre de choses. Aujourd'hui, je pense que depuis 2013-2014, on est quand même capable de streamer plus facilement, ça demande moins de ressources. Mais effectivement, je pense que le monde de la production sur lequel on s'appuie aujourd'hui est un monde assez traditionnel à la base. C'est-à-dire que le streaming, en tout cas sur Twitch et dans les grandes structures qu'on connaît, toutes les web TV ou ce genre de choses, la seule grande différence qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être les moyens de production qui sont pas les mêmes, mais on retrouve les mêmes typologies de métiers, c'est-à-dire que on va avoir un réalisateur, mais bon, il va y avoir un réalisateur, un ingé son, il va y avoir des cadreurs, il peut y avoir des producteurs, il peut y avoir des gens qui vont gérer un petit peu les invités, mais il faut faire très attention parce qu'un réalisateur par exemple en télé et un réalisateur dans l'e-sport, on peut penser que c'est la même chose, mais pas du tout. C'est un réalisateur télé va avoir une tâche bien définie, alors qu'un réalisateur dans l'e-sport, il va faire 3 tâches, 4 tâches. Il va pouvoir gérer peut-être de l'habillage, il va peut-être gérer le changement des plans. Il peut aussi parfois coordonner avec les casteurs. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la télé. Un réalisateur télé, il va choisir ses plans et encore, parfois, il va y avoir 2 personnes avec lui qui vont l'aider à faire ce travail-là. Donc, je pense pas qu'on réinvente un métier, mais je pense qu'on le transforme. Et le monde du streaming notamment nous permet de revoir un petit peu comment se faisaient les choses avant et on réadapte ce besoin-là dans un besoin d'instantanéité et de toujours rapporter plus. Donc je pense qu'il y a aussi une grande différence par rapport à la production traditionnelle et d'événements et de production sur Twitch. C'est déjà le moyen et la façon dont on rigolait avant, c'était on hackait un petit peu le truc, on bidouillait, c'était le mot. On va toujours trouver une nouvelle façon de détourner le système. Sauf que à force d'avoir détourné, de rapporter et rajouter au champ des possibles, aujourd'hui on a recréé un nouveau truc, on a recréé un média en fait. Donc je pense que c'est fascinant. Mais enfin, non mais bien sûr. Et d'ailleurs en fait la plupart du temps en fait ceux qui veulent des productions et du contenu sont des marques. Ouais. On est d'accord. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'une marque aujourd'hui va venir chercher lorsqu'ils viennent s'adresser à une boîte de production qui veut faire dans l'e-sport, alors qu'ils pourraient faire appel finalement à une boîte de production du visuel classique. Je pense qu'initialement les marques cherchaient surtout une audience particulière, c'est-à-dire ce qu'on appelait les millennials. Donc je pense que c'est déjà fondamentalement ça. Les marques cherchaient à toucher un nouveau public ou un public qui n'était plus intéressé au contenu qui était proposé dans un monde un peu plus traditionnel. Je pense qu'après il y a aussi une dynamique de coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes entre guillemets une vue sur Internet et notamment sur Twitch, tu la payes pas le même prix que tu vas l'avoir dans le journal ou que tu vas l'avoir en radio, machin. C'est déjà pas les mêmes budgets. Et puis je pense qu'aussi il y a une question d'interactivité qu'on a aujourd'hui sur Twitch qu'on n'a pas en télé, par exemple. Où je sais que la radio commence à changer aussi un petit peu, mais on est là pour ça. Mais c'est ça, non mais le fait que ça soit streamé, c'est cool et ça rapporte ce côté un peu instantané de les gens réagissent. Et ça, à la télé, tu le fais pas. À la radio, il y a peut-être 5 ans, tu le faisais pas non plus. Et je pense que les marques aiment bien cette idée-là de pouvoir directement avoir le feedback. Et donc, je pense que c'est ces 3 aspects-là que les groupes recherchent, en tout cas en travaillant avec des acteurs sur Twitch. Ouais, justement, ça rejoint un peu le côté, la communication est beaucoup plus directe entre les consommateurs et les entreprises, mais même les entreprises à l'origine de la demande de production de contenu, les producteurs de contenu qui seront des intermédiaires et le consommateur final, le ou la personne qui sera en face de son écran. Et ça se ressent notamment dans la manière dont justement est meublé l'espace quand une game par exemple finit trop vite ou même prend plus de temps. C'est que les casters et toute l'équipe qui est là pour, si on prend celle de Riot, il y a 18 personnes aujourd'hui, une équipe de 18 personnes, c'est quand même énorme. Ils ont 4 personnes en permanence en plateau, un autre analyste, une autre personne pour les interviews, etc. Donc ça tourne vraiment, c'est un gros effectif pour un match de foot, même le plus grand match de foot prenons le Classico espagnol. Il n'y aura jamais 8 personnes en même temps qui seront là à caster
capacité juste pour une seule chaîne. Et justement, ils meublent, quand une partie se finit plus vite, ils meublent en passant directement à de l'analyse, en intégrant les interviews des joueurs comme ça se faisait sur la télé, mais ils vont plus loin que les codes de la production audiovisuelle classique en fait, dans le sens où les casteurs sont juste pas là pour présenter le truc, ils discutent entre eux, ils analysent et ils proposent immédiatement des éléments pour aller plus loin aux personnes qui regardent en fait le match pour les garder à l'écran en fait. Mais il y a un truc que tu viens de dire qui est marrant, qui est vachement intéressant, c'est que l'e-sport a eu besoin de faire comme t'expliques, il y a des casteurs et après, on avait d'abord des casteurs, après on a eu des casteurs commentateurs, après maintenant on a eu des casteurs commentateurs analystes. Et donc je suppose que maintenant il y a même des hosts, donc c'est fou, tu vois, tu te dis genre waouh, il y a 4 personnes donc c'est hyper intéressant. Mais je pense qu'il y a aussi une question vraiment purement technique, c'est-à-dire que quand tu prends un match de foot, j'ai eu l'occasion de faire quelques événements, notamment à Lille, dans le stade de Lille. Et en fait, tu te rends compte que techniquement, ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes que nous on a sur le stream. C'est-à-dire que nous, avec, on va dire, un PC, une carte d'acquisition ou dans le meilleur des cas, une grille, pour compiler un peu tous tes flux. T'arrives à faire des surcouches, mettre 3, 4, 5 choses différentes sur ton image et l'envoyer directement. Alors que dans un stade, tu te rends compte qu'en fait, eux, ils vont passer par des systèmes de conversion assez particuliers, ils vont passer sur des kilomètres de câbles pour récupérer toutes les cams, machin. Et dans les compilations qu'ils font, ils sont bloqués techniquement par rapport au fait que les machines qu'ils vont avoir vont te faire une compilation beaucoup plus rapide et beaucoup plus intéressante en termes d'image, mais qui est beaucoup plus limitée. Parce que tu peux avoir par exemple un TriCaster, pour parler technique, ça va avoir une capacité d'avoir 3 couches. Alors que par exemple tu prends un logiciel de streaming, tu peux mettre 2 caméras avec un overlay, donc ton habillage, plus un logo, plus rajouter ton chat Twitch et machin, et beaucoup techniquement c'est pas un problème. Mais pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais j'allais juste dire que en fait c'est pas un problème parce que tu le fais de façon presque désorganisée, parce que tu acceptes des latences PC et les bugs PC que n'a pas le tu acceptes d'avoir des bugs que n'auront pas techniquement des télés ou machin. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit qu'on va remplir des stades énormes, quand on voit un peu comment ça explose, est-ce que au final on va pas se retrouver avec des grosses installations C'est déjà le cas. Il y a des entreprises, il y a de plus en plus d'entreprises depuis 3-4 ans qui font leur propre filiale dédiée à la production de contenu en fait. Il y avait, j'avais vu, c'est ESL aussi qui a été un des premiers initiateurs à développer des studios en plus partout dans le monde. Et il y a l'exemple de ces studios Invate, je crois, qui est situé en Asie en fait, en Asie du Sud-Est, qui est un studio thaïlandais et qui développe en plus sa propre technologie. Donc c'est beaucoup trop technique pour moi, je suis pas du tout un hardware, voilà. Mais en gros, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils avaient besoin de passer, quand ils étaient dans leur propre studio, ils avaient des capacités de transmission 10 fois plus importantes. Enfin, c'est du rapport de 1 à 10 quand ils sont sur un événement en direct. Et donc ils développaient leur propre, je pense, c'était pas des cartes graphiques, mais c'est ce qu'ils ont appelé NDI, je sais pas. NDI, mais ça leur permettait en fait de centraliser les données, de les traiter immédiatement, instantanément, et donc ils traitaient ça différemment, et donc ils ont dû développer leurs propres moyens. Et il y a beaucoup d'entreprises qui font ça aujourd'hui dans la production de contenu, qui créent leur filiale et qui en fait font une croissance, passent par une croissance interne finalement pour répondre à ce besoin matériel, plutôt que de développer des infrastructures qui auront un coût d'investissement faramineux en fait. Autre point aussi qui permet de voir aussi la différence entre la production et aussi la retransmission, et aussi la retransmission en plateau et la retransmission dans un match. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas du tout en télé ni dans le sport classique, c'est l'investissement qu'ont les commentateurs avec le public. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment unique à l'e-sport. Quand on voit les stades que peuvent remplir les LOL, et que Chips et Noah qui met derrière et qui fait complètement lever la foule. Bien sûr, lever la foule, c'est un truc qu'on n'a pas du tout en match de foot. Ils ont plusieurs casquettes, ils sont chauffeurs de salle, ils font le show. C'est les comédiens, les mecs. Ouais, c'est ça. C'est un rapport qui est particulier parce que généralement, les gens qui viennent en France, les organisateurs d'événements, enfin en tout cas les éditeurs qui font leurs propres événements, notamment LOL, Blizzard, ont toujours une vision en règle générale. Il faut que ce soit un contenu qui soit fait de façon, pour les anglophones. Donc quand ils viennent en France, ils imaginent que dans la salle on va mettre des speakers anglais. Et en fait, en France, on a toujours ce rictus de non mais attendez, on est en France, s'il faut que ça parle, faut que ça parle français dans la salle. Et les gens ont été très surpris, mais dès les premiers gros événements, on va dire Tale of the Lane ou ce genre de choses, ou Iron Squid et tout ça, où en fait
les gens sont pas hystériques, mais ça vit. C'est une salle qui va bouger selon ce que les casteurs vont faire, selon les games. Les gens sont investis dans un truc. Et ça a fait beaucoup bouger, notamment, je crois que c'était pour Overwatch, quand ils étaient passés en France l'année dernière. Totalement. Ouais, c'est l'année dernière. Et au début, je sais parce que donc je connaissais une des personnes qui a bossé sur la mise en place technique du stream et qui me racontait non mais ça va être un bordel parce que il faut que ça soit des speakers en français, enfin anglais, machin, pas français. Et en fait, il y a eu un espèce de combat mené par les casteurs et par une partie de la prod qui ont dit non mais il faut que ça soit des Français sur place et tout. Et Blizzard a compris en fait que c'était important que des casteurs français soient dans la salle pour justement faire vivre cette scène. Et à la fin, donc les mecs de Blizzard US, parce que Blizzard, dès qu'ils font un événement, c'est toujours la même équipe qui va de pays en pays pour faire la réal, la mise en place. Ils payent juste des gens pour mettre la régie qu'ils veulent en fait sur place. Et en fait, les gens de Blizzard étaient ok, vous aviez peut-être raison, c'est un peu différent, et c'est vrai que la France a vraiment son truc par rapport à ça, quoi. Ouais. Et du coup, comment justement sublimer un petit peu ce spectacle e-sport pour les téléspectateurs? Comment rendre ça vraiment Comment à partir d'une compétition de jeux vidéo, de personnes qui s'affrontent, ou 2 ou 5 contre 5, on arrive en tout cas à rendre ça beaucoup plus beau à l'écran, beaucoup plus passionnant, beaucoup plus intéressant attractif, en tout cas que simplement de voir des gens en train de jouer, quoi. Ça, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le point de vue, on va dire, très technique. Il y a le point de vue aussi des casteurs, mais je pense que les casteurs, vous l'avez beaucoup abordé, mais juste sur cette partie-là, je pense que la France permet, notamment par son passé avec Millennium, au gaming, enfin toutes les structures, Eclipsia, tout ça, d'avoir des casteurs passionnés et d'avoir, ces gens-là ont créé des vocations. Donc déjà, pour animer un événement, c'est toujours des gens qui aiment ce qu'ils font. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres médias, donc c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, techniquement, ce qui est important, c'est que, encore une fois, dans l'e-sport, je me rappelle du premier gros événement que j'avais fait, donc c'était avec OGaming sur Nation Wars, donc c'était au Bataclan. Je m'étais un peu retrouvé par hasard à bosser sur l'événement, et j'étais surpris du besoin en matériel d'un événement, et en même temps, j'étais surpris vraiment du hack qui s'était passé en fait. Je venais de comprendre sur cet événement là que c'était hyper rigoureux, que c'était hyper compliqué, qu'il y avait une arborescence de métier infinie sur ce genre d'événement. J'avais compris aussi que ça tenait pratiquement qu'à la passion, et c'était les gens qui avaient envie de réussir, qui se donnaient des moyens de réussir leurs événements. Donc je pense qu'en France on a ça, et en Allemagne ils ont aussi un petit peu ça, enfin le ESL avait bien fait son truc et tout, mais je pense que l'e-sport aujourd'hui est tellement en train de se construire, et est tellement demandeur il faut bien faire les choses, il faut qu'on y aille, il faut qu'on réussisse, qu'on arrive à vraiment hacker le système et trouver des nouvelles façons puisque trouver des budgets est compliqué, de trouver une façon de faire la même chose, mais soit avec un peu moins de matériel, soit avec une façon un peu plus ingénieuse de concevoir la chose. Donc ça c'est très intéressant aussi ce que tu dis par rapport au niveau matériel, par rapport à la télévision, par rapport à des très grosses boîtes de production qui ont des matériels de folie et qui arrivent à faire du contenu effectivement très beau, mais parce qu'ils ont beaucoup d'argent derrière. L'e-sport a réussi à vivre et à créer du contenu de qualité et professionnel, et OGaming le prouve chaque instant, pour ça avec du matériel pourtant qui est presque... C'est du bidouillage, comme tu disais tout à l'heure. C'est même pas le cinquième de ce que peuvent avoir une grosse boîte de prod. C'est surtout au gaming, par exemple, tu vois, tu prends techniquement un truc où ils étaient très forts, vraiment au tout début de gaming, même avant les events ou machin, sur les vidéos de chips sénois, de Ponfétude et tout. Ils avaient un truc qui était assez hallucinant. C'est que, ok, ils étaient sur une webcam, un machin, un truc, mais ils avaient un son. Et c'était le son au gaming des premières vidéos. Tu repars de YouTube de 2011-2012, où le son, enfin, tu vois, c'était un son de webcam et c'était déjà la folie. Eux, ils avaient déjà des micro-casques que tu voyais sur Canal, machin, avec un mec donc, qui était ingé son de formation et qui arrivait à faire ok, l'image est pas dingue, mais le son est fou. Ouais. Et ça, c'était déjà une vraie prouesse à l'époque d'arriver à te dire que 3 mecs. De faire de la qualité. Oui, c'est ça. Et le son, c'était la clé, hein. Vraiment le son. Bien sûr. L'e-sport, c'est la clé, hein. Ouais. Je voulais aussi rajouter qu'aujourd'hui, maintenant que c'est quand même installé, etc., l'e-sport reprend aussi des codes plus classiques. Par exemple, si on prend le foot ou le foot US, ça fait longtemps que les gens sont pas là seulement pour le sport, mais s'ils regardent la finale du Super Bowl, c'est aussi pour la pause, pour le concert. Et donc en fait, ça nous indique que les spectateurs, peu importe la discipline, recherchent du sensationnel aussi. Et c'est ce qu'aujourd'hui on essaye de vendre à la personne qui est soit dans la salle, soit derrière son écran. Il suffit de prendre la dernière finale des Worlds avec un concert incroyable qui ressemble.
honnêtement, si on reprend les codes de mise en scène, c'est à s'y méprendre. Là, c'est une ouverture de Jeux Olympiques. Donc, c'est peut-être pas le même budget encore et pas le même envergure, mais c'est identique dans l'esprit et dans la manière dont c'est construit et dont c'est voulu et pensé. C'est exactement ça. Et après, pour la production de contenu, mais pas en direct, c'est en fait ce qui me fait. Je pense à ce qui passe derrière toi depuis le début, la vidéo avec, par exemple, la vidéo de World of Warcraft qui passe à certains moments. C'est que dans la publicité, la communication audiovisuelle qui est faite en permanence, en fait, c'est très riche dans le sens où on part du jeu, on part de l'esprit du jeu. Si on prend World of Warcraft, ce seront uniquement des vidéos épiques qui vont miser sur ça. Et en fait, le sensationnel et la partie divertissement proposée aux joueurs et aux consommateurs, eh ben, elle partira de là. Si on prend League of Legends, ils vont peut-être pas miser sur l'esprit d'équipe parce que la communauté est pourrie, mais ils vont miser sur l'identification entre les joueurs et les champions. Aujourd'hui, n'importe quel joueur de League of Legends et joueuse de League of Legends a son champion préféré, et c'est pour ça que dans les nouvelles pubs, on retrouve les nouvelles pubs qui ont été lancées pour attirer des nouveaux joueurs. On retrouve les armes, par exemple, des champions. On identifie l'épée Driven, on identifie l'arc de Varus, etc. Tout comme Fortnite, quand on va faire du contenu Fortnite, on va pas du tout aller dans l'épique, mais plutôt dans le fun, dans les danses, ce genre de choses. On s'adapte totalement au jeu. Mais ça, si tu veux, je vais essayer de Enfin, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, du point de vue des éditeurs, il y a cette recherche de sensationnel. Enfin, quand tu reprends même, tu vois, en France avec ce qu'avait fait Domingo sur le premier show Barrière, il avait mis, je crois, un système de pas d'hologramme mais de 3D sur le live et machin, parce qu'il était assez fou. Donc, c'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, en 2019, et enfin 2018-2019, les marques commencent à mettre des budgets qui sont assez intéressants pour permettre de faire des shows un peu plus grands. Mais quand tu prends les plus gros éditeurs mondiaux, c'est-à-dire Riot, Valve c'est un peu différent, mais c'est Blizzard et tous ces organismes-là, aujourd'hui, comme tu le dis, ils ont besoin de montrer qu'ils ont des moyens et la force de proposer des événements de grande envergure, parce que derrière, il y a des enjeux économiques. Si aujourd'hui on montre que l'e-sport c'est que 3 bouts de câble avec un petit PC pour envoyer un son et machin, on n'arrivera jamais à réconforter, ou en tout cas à conforter les marques qu'on est assez stable pour pouvoir créer des choses avec nous et du coup de faire vivre tout un écosystème. Mais donc les grands éditeurs ont besoin de mettre les moyens pour proposer des choses sensationnelles. De l'autre côté, pour qu'il y ait une fibre, on va dire un tissu de joueurs, il faut quand même arriver à proposer des événements et des organisations de tournois ou même des émissions, des contenus sur Internet pour montrer et pour fédérer toute une communauté. Et c'est ça que fait bien l'e-sport, c'est déjà de d'abord fédérer une communauté et respecter de façon, on va dire, assez générale, de respecter les gens qui font partie de ça, et les gens dans l'e-sport sont quand même relativement bien soudés. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est d'arriver à proposer d'un côté du contenu pour les gens et de leur dire voilà, il y a quelque chose à faire, et de l'autre côté effectivement leur montrer que le but à la fin c'est de participer à ces événements qui sont les Worlds ou des phases qualificatives comme les Evo, ce genre de choses qui sont folles. Et merci messieurs pour ce premier focus. Tu parlais d'écosystème et des métiers, et c'est justement ce qu'on va aborder dans ce deuxième focus. Mais juste avant, petite fun fact pour vous. Voilà, on parlait justement de Twitch. On va parler un petit peu, de chiffres et bien sûr de Fortnite, parce que tu me voles mes fun fact chiffres. C'est forcément, c'est horrible. C'est interdit maintenant ça. Il est génial, non? Et du coup, petit comparatif. Pourquoi t'habites encore, Grégoire? Des fois, je me dis. Pour ces magnifiques t-shirts, c'est pour ça qu'il vient. Ils ont sorti The eSport Observer, très bon site pour avoir des petites analyses sur les chiffres. Ont sorti les chiffres de janvier 2019 sur les jeux les plus streamés en nombre de viewers. Est-ce que vous savez à combien est-ce que Fortnite se situe cette année en janvier 2019 en nombre de millions de viewers? En cumulé? En cumulé sur janvier 2019. On n'est pas normalement à 10 millions? Non, on est beaucoup plus. Beaucoup plus? Oui. 100 millions? 80 millions? Entre les deux. 90 millions. J'allais dire 70, mais. Ouais, non, 94 millions. Ah ouais, 94 et 120 millions. Donc qui est le top 1. C'est fou, le contenu le plus regardé, avec juste derrière League of Legends et après Just Chatting.
la nouvelle oui, catégorie qui a d'accord. remplacé IRL, sachant que l'année dernière, en janvier 2018, Fortnite était 4ème contenu le plus regardé Ouais, avec seulement ouais. 39 millions de vues. Et alors il paraît que, je sais pas si c'était marqué dans le contenu, mais il paraît que ces 6 derniers mois, en fait Fortnite baisse Oui. en termes d'audience. Ouais. C'est vrai? Ouais. D'accord. Mais- Forcément, ils ont eu tellement un truc exponentiel au bout d'un moment, c'est obligé de se Donc là, stabiliser. là, ça Et redescend. puis là, il y a surtout aussi par rapport au jeu, ça fait un grand moment. Enfin, moi, je le vois du point de vue d'une team, parce que donc avec Géo, on a des teams, mais il n'y a pas de format. Il y a 6 mois, 1 an, on était en attente de qu'est-ce qu'allait devenir le skirmish, quel va être le format des tournois officiels Fortnite. Et même encore aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en fait. Donc en fait, les joueurs jouent mais sans ranking. Alors oui, c'est impressionnant, c'est cool, mais en fait, ça fait 1 an qu'on voit le même jeu sans but. C'est vrai, Donc tout le monde est un peu, je pense, en attente de ça. Donc je pense que c'est c'est vrai. peut-être une des raisons qui fait qu'il y a une baisse. On verra verra. pour la suite dans cette année 2019, on suivra ça de très près. On va pouvoir entamer notre deuxième Mais focus. Oui. Je me permets, c'est un truc. Vas-y. J'avais cru voir un truc hier en regardant, enfin en me baladant sur le web, qu'a priori en 2018, le jeu vidéo de façon globale sur Internet, en tout cas sur YouTube, c'est 50 milliards d'heures de contenu vu. 50 milliards d'heures vues, et Netflix, c'est 51 milliards d'heures vues. On y est presque. C'est-à-dire qu'on arrive sur Netflix. Incroyable, c'est incroyable. Voilà, ça me semblait. Autre très bonne fun fact aussi du coup, merci Joe. Du coup on va pouvoir entamer notre deuxième et dernière partie concernant les métiers. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Oui. notamment sur le réalisateur qui devait déjà avoir une multicasquette, on va dire. Est-ce que on peut discuter un petit peu de ces nouveaux métiers ou métiers qu'on ne s'attend peut-être pas à retrouver d'ailleurs dans le milieu. Voilà, justement, peut-être ce qui serait intéressant, ce serait de les citer de ces métiers qui ont été créés uniquement autour de l'e-sport. Alors, ces métiers de l'ombre, hein, je parle Ouais. pas des casteurs, évidemment, Ouais. pas ceux qu'on voit devant la caméra, mais ceux qui sont derrière, ceux auxquels on ne pense pas. Alors, donc, tu avais parlé du réalisateur, Ouais. effectivement. Tu as donc Pour moi, il y a vraiment, en termes de technique pure, tu vois, du réalisateur, du cadreur. cadreur. Je vais même rajouter aujourd'hui, parce que c'est un truc qui arrive depuis l'année dernière, c'est le photographe, D'accord, qui devient de plus en plus bien sûr. important aujourd'hui. Des Oula. ingé sons, en tout cas un ingé son. Mhm. Parce que comme disait tout à l'heure Chouam, c'est presque le plus important aujourd'hui en termes de contenu. Si tu as un son qui marche pas, Ouais. c'est mort. Ouais, quand tu fais un gros contenu, Oui. tu as un excellent son, sinon C'est ça, mort, quoi, ouais. c'est limite une caméra pas ouf mais un son de dingue. C'est vraiment ça. Et Il c'était suffit l'erreur pour faire des... de la radio. Hein. C'était l'erreur des premières web TV. Hein. Je sais Bien pas sûr, si tu te ouais, souviens que bien sûr. le son passait à l'as totalement alors qu'ils avaient un beau plateau et tout, mais le son était Ça a pérave. toujours été comme ça, hein, Cyril. J'ai vu ça dans mes études d'ingénieur du son. Tu sais, le son est toujours passé après l'image, mais maintenant on revient en force. Bah, Ça arrive. sport. mais tu c'est en France pour moi l'événement qui est assez intéressant sur on va dire là, en termes de travail et de production avec tous les métiers un petit peu disponibles, enfin nécessaires pour l'organisation d'un événement, c'est la PGW Mhm. où tu as vraiment toutes les marques de l'e-sport, tous les clubs, tout le monde y est. Et tu regardes bien que dans la liste des gens qui vont travailler, des typologies de métiers que tu vas retrouver, généralement la gestion c'est comme celui que tu vois genre vraiment à la fin des listes des gens qu'il faut avoir. Alors que Et quand l'ingé son. Ouais, c'est ça, C'est- c'est et la gestion à la fin. Et tu dis, et quand tu arrives au premier jour de la PGW, tu te rends compte qu'en fait, non, c'était peut-être le poste numéro 1 à avoir. Ah, tout le monde a des micros, tout le monde a, il y a du Ouais, son mais c'est partout. ça. C'est ça. Mais on a toujours tendance à À minimiser l'impact d'un investissement sur un événement, mais en fait, pas du tout. C'est presque pour moi le numéro 1, quoi. Donc, Alors qu'est-ce que tu mettrais du coup en numéro 2 et numéro 3? Le Real, hein, numéro 2. Hein, je dirais. Community manager aussi. Ouais, il y a un C'est vrai CM. que le il y a des CM CM, très important. Bah, en fait, si je devais mettre un espèce de classement sur qu'est-ce qui va être nécessaire, ça va être très bête. J'ai même pas parlé de technique, je vais parler de commercial. Mhm. Parce que c'est un métier dont on parle jamais, mais Bien effectivement, un événement dans C'est pas l'e-sport, faux. si on veut sortir de j'ai 3 tables avec 2 webcams et machin, bon, ce qui était cool à l'époque, hein, mais aujourd'hui les un gens peu plus. demandent plus et il y a ce côté un peu spectaculaire qui est nécessaire. Je vais déjà parler des commerciaux, parce qu'aujourd'hui on peut et on arrive assez facilement, entre guillemets, à pouvoir proposer des contenus de qualité ou en tout cas intéressants pour le public et les proposer à des marques. Donc il y a déjà ça. Je pense qu'après techniquement il va y avoir le réalisateur, ingé son et cadreur qui vont être vraiment là pour techniquement veiller au grain pour que tout se diffuse dans de bonnes conditions. Mhm. Il va y avoir aussi tous les métiers de production en général, c'est-à-dire parce que la plus générale il va y avoir donc on n'y pense jamais mais faire manger les gens.
Donc s'occuper un petit peu de tout ce qui est rédigé, c'est ça exactement. Il va y avoir donc toute la proposition du contenu, donc faire en sorte que si on imagine 2 heures d'émission et que pendant les 2 heures d'émission il y a X éléments à montrer, de faire en sorte qu'avec la réalisation tous ces éléments soient montrés au bon moment. Il va y avoir quoi ? Il va y avoir ensuite toute la décoration qui rentre de plus en plus en compte. Donc décoration et lumière, parce que du coup, c'est pas le cadreur qui s'occupe de la lumière, c'est vraiment... Alors dans l'e-sport, de moins en moins, c'est en train d'arriver, le fait qu'il faut des chefs électro sur des plateaux, mais effectivement, tu as raison, c'est déco et lumière qui change un peu tout, concrètement. Et puis je pense que c'est déjà pas mal. Si déjà toutes les structures arrivaient à avoir ces typologies de métiers, en tout cas une personne pour faire son travail et d'avoir une seule tâche à faire, ça serait déjà un gap énorme. Ouais, on se retrouve au final un petit peu comme sur un tournage en fait de cinéma, sur les mêmes équipes en fait à avoir, et au final ça demande beaucoup plus de moyens humains que ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple pour un stade de foot, en fait c'est beaucoup ne serait-ce que pour créer le contenu audiovisuel quoi. Les stades de foot sont très compliqués parce qu'en fait quand tu regardes une régie d'un stade de foot, c'est une folie, c'est énorme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, t'as raison. Enfin, ce que tu viens de dire, je pense, est plein de sens dans l'idée où c'est presque un shooting cinéma. Et à l'avenir, ça va être ça. Enfin, quand on regarde les LCS, les LEC, ce genre de choses, c'est un peu ça. Et l'e-sport commence à y arriver, réinvente pas forcément. Enfin, ne crée pas de nouveaux métiers à proprement parler, à certaines exceptions près, mais réinvente les codes de ces métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends juste un chef électro, globalement, quand il a installé son plateau, ce genre de choses, il a plus besoin de travailler, à part un truc qui pète ou un réajustement de dernière minute. En règle générale, si les prépas sont bien faites, le mec pendant l'événement, il est plus censé faire grosse chose. Sauf que dans l'e-sport, on va estimer que si ta prépa est bien faite, cette personne-là qui sera présente va pouvoir assister à autre chose. Donc c'est ça que j'appellerais un hack. C'est que certaines personnes vont avoir 2 métiers parce qu'en termes de budget, on n'est pas capable de faire les 2. Donc l'exemple le plus probant, c'est que de mon point de vue, le métier de réalisateur télé, très compliqué. Ça demande ça demande d'avoir une vision beaucoup plus importante. Mais un réalisateur dans l'e-sport, je prends notamment les Emmerich chez Eurogaming, Risotto Show, tous ces gens-là, aujourd'hui font entre 2 et 3 métiers. Et ils sont obligés de le faire bien. C'est même pas ils vont le bâcler, machin. Dans l'e-sport, tu connais le nom des bons réalisateurs. Parce qu'entre une bonne et une mauvaise émission, il y a un gap énorme. Il y a une shortlist, très clairement. Il y a très peu de gens. Pour moi, s'il y a 5 réalisateurs, 6 réalisateurs dans l'e-sport de qualifiés, c'est déjà le bout du monde. Il doit y en avoir un. Grégoire ? Parce que justement, je pense aussi ce qui joue, c'est que par exemple, si on reprend la comparaison avec un match de foot, on sait où va se passer l'action, c'est autour du ballon et tout est au même endroit et le producteur de contenu a juste à poser c'est où vont être les caméras, c'est où va se dérouler l'action, comment les suivre, et finalement, même s'il a besoin d'une vue d'ensemble, comme tu le disais, dans le domaine de la télévision, il va quand même avoir une zone de confort à partir de laquelle il aura juste à développer ses compétences. Sur une partie de League of Legends ou sur Overwatch, qui est une catastrophe en termes on le dit tout le temps, c'est impossible à suivre. En termes de vue, il faut beaucoup trop vite. Imaginez comment un réalisateur va choisir à quelle caméra suivre, etc. Ouais. Je veux dire, nous on n'arrive déjà pas à le suivre et c'est pas un manque de compétences de la personne dont c'est le métier, c'est le problème du jeu, il faut s'adapter. Et c'est là qu'aussi du coup l'e-sport a créé un métier. C'est ça exactement. C'est celui d'observateur. D'observateur. Ouais. J'étais en train de penser à ça pendant que tu. C'est vrai qu'en termes de réalisation, il y a presque un deuxième réalisateur dans l'e-sport, c'est l'Ops. Ouais. Et notamment Funka, qui avait à l'époque, on l'appelait la souris parce que c'était le mec qui arrivait à avoir une lecture fluide de ce qu'était StarCraft 2. Aujourd'hui, il est reconnu mondialement comme un des meilleurs observateurs voire le meilleur observateur sur StarCraft 2. Ouais. Et c'est vraiment un métier à part entière. C'est-à-dire que le mec, pendant des années, il a fait la Chine, les États-Unis, l'Europe. Il continue encore. Et il continue encore. C'est ça. Il est encore en voyage. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un métier à part entière. Et même sur Overwatch, c'est à l'époque, avant qu'il y ait un mode Ops et tout ça, on s'imaginait que pour faire une grande compétition, il aurait fallu avoir un Ops par personne, ou genre un Ops par équipe, voire 2 Ops par équipe, pour avoir en lisibilité. Donc en fait, limite, t'es en train de te dire qu'il fallait pratiquement 5 réalisateurs pour envoyer juste une game, ce qui était une folie. C'est une folie. Et conclusion, qu'est-ce qu'ils ont choisi ? Ils font un abonnement payant pour pouvoir se mettre sur la caméra du joueur que tu veux. Donc tu payes pour avoir
accès au Ouais, pour lire service ton jeu, bien que tu sûr, mérites. Ouais, Voilà. mais au moins tu peux le faire, tu vois. Ouais. Parce que quand tu veux par exemple suivre que Cristiano Ronaldo, bah tu ne peux pas le faire. Eux ils te le proposent de le faire parce qu'ils te mettent en forme, ils mettent les moyens pour pouvoir le faire. Au final c'est quand même assez cool. C'est quand même sympa. J'ai une réaction sur Twitter. Ah, Figure-toi, dis-moi. c'est notre ami Carnage, Ouais. que tu connais, hein, qu'on connaît bien, qui est donc directeur des programmes de LoL, notamment sur le gaming, qui dit concernant Riot et son aspect spectaculaire dans tous ces events, qui rappelle notamment la structure des Jeux Olympiques et du NFL. C'est simplement car, en plus d'avoir effectivement une team de tueurs qui viennent tous de la télé, ils avaient Ariel Horn qui a passé 10 ans dans les productions NBC et Jeux Olympiques. Donc effectivement, C'est pas rien. C'est pas rien. Il y a un fantasme de l'e-sport sur le sport actuellement. Et que ce soit pour des raisons de le sport est quand même fou, et quand tu regardes la NFL, effectivement, c'est en termes de show, c'est dingue. Attention, c'est pas du tout les mêmes les investissements sont pas les mêmes, mais c'est surtout par rapport au fait que même en termes de secteur à part entière, le sport est à des années-lumière de ce que c'est faire l'e-sport aujourd'hui, c'est-à-dire il est beaucoup plus solide, on peut construire des compétitions, on peut starifier les joueurs, parce qu'on sait que 2 ou 3, 4, 10 ans après, soit les équipes seront encore là, soit le format n'aura pas forcément nécessairement changé et donc que ça va marcher. Et l'e-sport aujourd'hui s'inspire beaucoup à tous les sens du terme, que ce soit en gestion des équipes. Aujourd'hui, très bête, mais dans les équipes e-sport, il va y avoir des préparateurs physiques, il va y avoir des médecins, des ostéopathes. Donc il y a ce vrai fantasme de l'e-sport sur le sport. Et donc Bien sûr. effectivement, passer avec des mecs qui ont fait de la réalisation pour le sport, la création d'événements dans le sport, c'est le next step. Parce qu'on va pas réinventer le truc, on va juste reprendre des codes en demandant aux pontes du milieu du sport de c'est nous sûr, apprendre. Quand tu vois ce que fait la E-League par exemple pour Counter-Strike, tu te dis effectivement qu'on n'est plus dans de la production effectivement autour dans des web TV comme on avait sur le gaming, mais on est sur de la production de télévision qui s'adapte La totalement grosse prod. à l'e-sport, et ça a tenu puisque les audiences ont dépassé les millions de spectateurs. Donc c'est ce qui prouve aujourd'hui que les gens qui viennent du sport et qui savent créer des événements du sport commencent à prendre l'e-sport pour pouvoir toucher un public qui ne touchait pas. Et en Effectivement, même temps, désolé de te couper Grégoire, mais l'heure tourne, excuse-moi. Mince. Je pense qu'il faudra qu'on refasse une émission pour conclure On invitera Carnage. comme il se doit. Voilà. Et du coup, voilà, comme on le disait très bien, effectivement, l'e-sport regroupe un énorme corps de métiers et a créé des nouveaux métiers. Donc, travailler dans l'e-sport, il y a du travail. Merci Joe, un petit peu de Il va travail. falloir un petit peu de temps quand même Voilà, pour un que petit tout le peu, monde puisse être rémunéré déjà comme il faut. Ça arrive. Le gâteau, Ça arrive, le gâteau est petit, commence à grossir. Donc faisons grossir le gâteau et on C'est aura ça. plus de parts pour tout le monde. Voilà. Et on croise les doigts et je pense que ça va le faire. Voilà, ça le fera. Ça, c'est Bah, en tout très cas, merci Joe. d'être Merci venu. à vous, c'était très cool. Ce fut un plaisir. Merci Grégoire. Bon, Et plaisir. merci Cyril pour vos voix douces et sensuelles dans nos oreilles. Et merci à toi, bien sûr, Tito. carrément. Merci. Pour la présentation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Before eSport. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook. B4 eSport, Before eSport sur Twitter et le Before eSport sur VL. Vous pouvez aussi suivre Joe sur Twitter. Vous pouvez tous nous suivre sur Twitter et restez connectés parce que juste après c'est Hyperlink et vous allez parler de Disney avec notre ami Grégoire. Ouais, plus une critique sur Tug. Et bah voilà, Ah ouais. restez connectés. J'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Bon dimanche. Ciao. Ciao. Ciao.